Il est 13h. Europe 1 13h. 13h, 14h. Céline Géraud. Bonjour à tous et surtout bienvenue à bord. Europe 1 13h, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Alors dans ce journal, après la commission, les députés examinent le budget en séance publique à l'Assemblée. Les débats s'annoncent musclés. À quoi faut-il s'attendre ? Le gouvernement utilisera-t-il son joker ? Décryptage. À Orléans, la municipalité excédée, désarmée. Les migrants évacués de Paris pour les Jeux Olympiques sont toujours là et d'autres arrivent. Les centres d'hébergement sont saturés. L'actualité, c'est aussi notre bon vieux Doliprane qui passe sous pavillon américain, mais le ministre de l'économie l'assure, la production restera bien française et l'État compte entrer au capital. On vous explique tout cela. Et puis... Cette année, 6 ans après sa mort, un biopic et une tournée de concerts symphoniques orchestrés par le fils de Charles Aznavour. Rendez-vous à la fin de ce journal. Bonjour Géraldine Amand. Bonjour Céline. La tendance météo pour l'après-midi ? Eh bien, un temps pluvieux sur les régions proches de la Manche alors que le soleil domine au sud de la Loire. Les températures sont très douces, 19 à 23 degrés en général, jusqu'à 26 degrés dans le sud et le centre. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal. Europe 1. 2 policiers violemment agressés dans la cité de la Castellane à Marseille, particulièrement touchés par le trafic de drogue. Ça s'est passé samedi. Ces 2 policiers tentaient d'interpeller un dealer. La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux est glaçante. Nina Pavan. Les images font froid dans le dos. 3 policiers sont au sol, frappés par une bande de jeunes surexcités. La cité de la Castellane, c'est l'une des plus rentables de Marseille, entre 30 et 80 000 euros de revenus par jour pour les trafiquants. Les policiers venaient d'interpeller un charbonneur, un vendeur de stupéfiants. Alors la bande se jette sur eux, les agents tentent de se défendre mais sont roués de coups. L'un d'eux finit avec un œil en sang après un coup de pied au visage. Des agressions physiques qui deviennent quasi quotidiennes selon Bruno Bartosetti du syndicat Unité pour la zone sud. Ce qui est marquant, c'est lorsqu'on voit une vidéo. Et c'est ce qui se passe en fait, c'est notre quotidien. Je ne connais pas de toute façon aujourd'hui un policier qui n'a pas été blessé à un service ou qui n'a pas été injurié. La routine, c'est d'avoir 3 policiers dans une voiture qui tournent dans un endroit. Et là, on est 3. Quand on est 3, on est vulnérable lorsqu'en face de nous, on a des demeurés, des sauvages, des sous-hommes qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Le policier incarne le mal dans leur esprit. Et dans cette affaire de l'agression de la Castellane, une seule personne a pu être interpellée selon la préfecture de police. Et selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, en moyenne, chaque année en France, 12 000 policiers sont blessés en service. Alors la sécurité et l'immigration sera à l'ordre du jour du tête-à-tête aujourd'hui à l'Elysée entre le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et Emmanuel Macron. Et peut-être évoqueront-ils la situation d'Orléans. La ville fait face à un afflux de migrants inédits, des clandestins, des sans-abri évacués de la capitale avant les Jeux Olympiques vers plusieurs régions. Mais à Orléans, où le maire n'a jamais donné son aval, les centres d'hébergement sont saturés et les habitants excédés. Le reportage de Maï-Hélène Trémollet pour Europe 1. Un hôtel vétuste délabré au bord de l'autoroute. Un groupe de jeunes hommes errent les yeux rivés sur leur portable. Arrivés de Paris il y a 2 semaines, ils ne savent pas encore combien de temps ils resteront là ni où ils seront hébergés dans les prochaines semaines. Philippe est à la retraite. Il compte les bus les uns après les autres depuis des mois. On envoie des cars entiers, c'est des tout jeunes, sans boulot, ils se promènent, ils n'ont rien d'autre à faire. Depuis 18 mois, la mairie a enregistré plus de 700 arrivées de Paris sans aucune prise en charge sur place ni suivi de l'État. Des jeunes déracinés sans le sou. Les forces de l'ordre craignent une hausse de la délinquance comme cette policière du syndicat Unité. On a des personnes qu'on ne voyait pas. En fait, ils sont regroupés, puis ils sont dans le centre-ville, en statique ou à se déplacer en groupe. Des campements sauvages dans le centre historique de la ville au milieu des touristes, des tentes que le maire d'Orléans fait automatiquement démonter. Ça devient insupportable, s'énerve Serge Grouard. On a des comportements agressifs, par exemple de la mendicité agressive. J'ai dit qu'Orléans n'allait pas être Calais. Il y en a marre. Depuis un an, tous les appels de Serge Grouard sont restés sans réponse des pouvoirs publics. Il attend maintenant de voir ce que va faire le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui selon lui a été le premier à l'écouter. 13h05 sur Europe 1. L'actualité, c'est aussi le budget qui arrive en séance publique ce soir à l'Assemblée nationale. Après le rejet du texte modifié par la Commission, l'examen va porter maintenant sur la version initiale présentée par l'exécutif le 8 octobre dernier. C'est une sorte de retour à la raison fiscale, Barthélémy Philippe ? Oui, car la Commission s'est résumée à un festival de nouvelles hausses d'impôts, souvent à l'initiative du MoDem avec le soutien du RN et du NFP. Augmentation du prélèvement forfaitaire
unique sur les revenus du capital, rétablissement de l'exit tax, renforcement de la taxe sur les superdividendes. La Commission a aussi raboté 2 niches fiscales des entreprises, le pacte Dutreil sur la transmission d'une entreprise familiale et le crédit d'impôt recherche. Au total, dans le budget revu et corrigé par la Commission, le montant des augmentations d'impôts s'élevait à 90 milliards d'euros, 3 fois plus que prévu par l'exécutif. Michel Barnier s'est donc félicité de son rejet. Ce soir, l'examen en séance publique portera sur la version initiale et ses 30 milliards d'euros de hausse d'impôts. Le gouvernement se dit à l'écoute des amendements qui iraient dans le sens de la réduction des dépenses publiques et il va tout faire pour ne pas alourdir la barque fiscale. Au contraire, les idées des oppositions visant à alléger certaines mesures fiscales sont bienvenues à condition qu'elles soient compensées par des baisses de dépenses publiques. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Alors l'examen de ce budget se fera donc à partir du texte initial rédigé par le gouvernement. Les débats s'annoncent bouillants. Alexandre Chauveau, dans le journal du dimanche, le Premier ministre Michel Barnier n'écarte pas un recours au 49.3. Le Premier ministre ne veut se fermer aucune porte. Parmi les soutiens du Premier ministre, 2 camps s'opposent. Les partisans d'un 49.3 dégainés rapidement d'abord, comme Gabriel Attal ou Laurent Wauquiez. Eux veulent écourter des débats perçus comme étant voués à l'échec, puisqu'au vu de la composition de l'Assemblée, le budget ne recueillera de toute façon pas de vote favorable. L'idée, c'est aussi d'éviter le vote d'amendements jugés trop coûteux pour les finances publiques, comme ce fut le cas en commission la semaine dernière. En face, les défenseurs d'un débat ouvert et constructif pour donner du crédit aux députés et éviter ainsi d'apparaître trop brutal. Michel Barnier, qui vante depuis sa nomination les vertus du dialogue, paraît néanmoins plutôt penché pour la première option. Retarder l'adoption du budget pourrait paralyser l'action publique et mettre en danger la crédibilité financière de la France, affirme ainsi le Premier ministre dans le journal du dimanche. Reste une autre possibilité, le recours à l'article 47 de la Constitution. Selon celui-ci, en l'absence de vote à l'Assemblée sous 40 jours, le texte est envoyé dans sa version initiale au Sénat, où la droite est majoritaire. Les informations d'Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Les 13h08, Europe 1, 13h. Dans quelques instants, notre Doliprane passe sous pavillon américain. Quel avenir pour les 1700 salariés? ChatGPT est-il en train de tuer les devoirs faits à la maison? Et puis, Charles Aznavour aurait eu 100 ans cette année, un long métrage et une série de concerts. Jusqu'à 14h, Europe 1 vous informe. À tout de suite. 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h10 sur Europe 1, la suite du journal avec vous, Céline Géraud. Et c'est l'antalgique le plus consommé en France, plus de 400 millions de boîtes chaque année. Et c'est désormais acté, le Doliprane passera bien sous pavillon américain. L'information ce matin, c'est que l'État va entrer au capital d'Opella, la filiale de Sanofi qui produit le Doliprane, Margot Faudéré. Oui, à travers la Banque publique d'investissement, l'État va prendre entre 1 et 2% du capital d'Opella, ce qui représente une participation de 100 à 150 millions d'euros. Voilà qui doit permettre à l'État d'empêcher que la production de Doliprane ne quitte la France. Mais est-ce vraiment suffisant pour peser dans les décisions ? Pas si sûr. En tout cas, l'accord signé entre Sanofi, l'État et le fonds américain CDR porte sur les sites de production de Lisieux et Compiègne, mais aussi sur la protection de 1700 emplois d'Opella en France. Il prévoit des sanctions financières en cas de manquement, par exemple 40 millions d'euros en cas d'arrêt de la production sur ces 2 sites. Mais ces sanctions ne pourront pas s'appliquer éternellement, prévient Emmanuel Auriol, économiste spécialiste de l'industrie. On ne peut pas garantir qu'un emploi sera maintenu à vie ou qu'une activité sera maintenue à vie, ça n'a pas de sens. Là, en l'occurrence, pour Sanofi, c'est normal ce qu'elle est en train de faire. Les concurrents ont fait ça aussi, de se recentrer sur la partie la plus porteuse de son marché. C'est vrai qu'il y a 3 ans, le concurrent américain de Sanofi, Johnson & Johnson, s'est séparé de ses médicaments sans ordonnance pour se concentrer sur des activités plus porteuses. Merci Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. 13h11, l'Alsace va-t-elle bientôt instaurer une taxe poids lourd? La collectivité européenne d'Alsace est en train d'en débattre en ce moment même. Alors cette taxe devrait entrer en vigueur fin 2026, début 2027 et cela met déjà en colère les agriculteurs qui manifestent ce matin à Strasbourg. Mélina Fachin, vous êtes la correspondante Europe 1 dans le Grand Est. Alors en quoi va consister cette taxe ? Eh bien, cette taxe visera tous les poids lourds de 3,5 tonnes et plus qui empruntent l'A35, soit 200 km de route. Il y a un an, l'Allemagne voisine a considérablement augmenté sa propre taxe poids lourds. Résultat, 1500 camions supplémentaires traversent quotidiennement l'Alsace, d'où l'idée des élus de la région de mettre à leur tour en place cette taxe nommée AirPass. Alors, quel montant, dans quel périmètre exactement? Toutes ces modalités devraient être fixées d'ici un an, mais en attendant, le principe même de cette taxe poids lourds fâche déjà
déjà la centaine d'agriculteurs alsaciens qui manifestent depuis ce matin à Strasbourg. Franck Sander est président de la FDSEA du Bas-Rhin. Pourquoi le département Alsace a besoin de taxer ses concitoyens alors même que les autres départements n'en font pas de même? Il est question d'éviter que les camions allemands traversent justement la vallée rhénane, sauf que la taxe, elle ne sera pas à la hauteur de la taxe allemande. Et donc on sait que ça ne repoussera pas les camions allemands. Une fois de plus, on alourdit les taxes sur les agriculteurs. On ne peut pas être d'accord sur ce principe-là. De nombreux chefs d'entreprise dénoncent aussi une concurrence déloyale. Ils estiment que le pouvoir d'achat des consommateurs alsaciens va en prendre un coup de l'ordre de 1 000 € par an et par foyer. Merci Mélina Fachin en direct de Strasbourg pour Europe 1. Les vacances scolaires de la Toussaint ont donc débuté et bien sûr pour les élèves, des exercices à faire à la maison. Mais avec ChatGPT, cet outil d'intelligence artificielle au service de l'écriture, eh bien la tentation est parfois grande pour les collégiens, les lycéens de faire appel à cet assistant virtuel pour rédiger leur rédaction. Louise Salé, les professeurs l'ont bien compris. Du coup, certains ne donnent même plus de devoirs notés à la maison. Pendant ces vacances, Victoria lycéenne en seconde a surtout des exercices à faire qui ne seront pas notés. Pas de devoirs maison, donc évalués. Il y en a beaucoup moins, comme des rédactions, des trucs comme ça en français. On n'en a pratiquement pas, parce que ChatGPT maintenant, moi je l'utilise, surtout en technologie, je l'utilise, j'avoue. Et les profs l'ont bien compris, Mathieu et Jean-François enseignent l'histoire géo au collège. Le devoir maison, le donner à faire, pourquoi pas, après l'utiliser comme une base d'évaluation, pour moi ça devient compliqué, quoi. Des parents d'élèves m'ont demandé en début d'année s'il y aurait des devoirs maison. Je leur ai dit que j'étais pas habilité à corriger Google ou ChatGPT. Mais Léna, collégienne en 4e, s'en réjouit car c'est moins d'injustice vis-à-vis des élèves comme elle qui faisaient l'effort de travailler sans l'aide de l'intelligence artificielle. C'est rageant de voir les autres élèves tricher en ayant une meilleure note que nous. Par exemple, pour les livres à lire, il y a beaucoup d'élèves dans la classe, ils demandent à ChatGPT, du coup le résumé de l'histoire en très détaillé. Ils ont même une meilleure note que nous en ne lisant même pas le livre. La triche à la maison n'est pas nouvelle. Avant ChatGPT, l'aide des parents ou de Wikipédia faisait le job, mais l'outil numérique a amplifié le phénomène. Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Il aurait eu 100 ans cette année, Céline, 6 ans après sa mort. L'éternel, l'inoubliable Charles Aznavour est à l'affiche d'un biopic. Monsieur Aznavour qui sort en salle mercredi, mais aussi une série de concerts symphoniques à découvrir dès le 23 novembre au Palais des Congrès de Paris. Un événement que son fils, Mischa Aznavour, a supervisé avec beaucoup de tendresse et d'émotion. Marie Jiquel l'a rencontré pour Europe 1. Moi, en fin de compte, ce qui me touche le plus chez mon père, c'est tout l'amour en fait qu'il a donné pour son public. Cet amour entre Charles Aznavour et son public, Mischa a pu l'observer, petit garçon assis sur la scène du Palais des Congrès pendant que son père se produisait. Sa salle fétiche qui accueillera donc ce concert hommage au chanteur, des reprises par Sylvie Vartan, Thomas Dutronc et Alain Chamfort. Il avait des rapports quand même très amicaux avec beaucoup d'entre eux. Hommage aussi à l'acteur qui était Charles Aznavour. C'est un ciné-concert, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi revoir Aznavour comédien, parce qu'on l'oublie un petit peu, il a quand même tourné dans plus de 100 films, comme Taxi pour Tobruk, Le Fantôme du Chapelier. Charles Aznavour reprend vie sur grand écran aussi. Mischa a participé à la production du biopic Monsieur Aznavour, porté par l'acteur Tahar Rahim. Le film, ça a été très émouvant, j'ai beaucoup pleuré. Le travail de Tahar est incroyable. C'est un film qui met en scène en fait la bataille d'un homme. Je crois que j'ai trouvé la formule Aznavour. La bataille d'un homme pour être reconnu. 6 ans après sa disparition, Charles Aznavour reste l'un des artistes français dont la musique s'exporte le mieux à l'étranger. Marie Jiquel, spécialiste culture à Europe 1. Allez, 13h16, évidemment, un point sur les marchés avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Un CAC 40 qui attaque la semaine dans le rouge. Moins 0,8%, 7550 points pour le CAC 40. Programme chargé à Paris. Pas moins de 19 entreprises du CAC 40 se préparent à publier leurs chiffres d'affaires ou leurs résultats cette semaine. Et il y a des questions notamment sur celles qui sont exposées à la Chine qui a du mal à relancer son économie. Hors CAC 40, l'équipementier automobile Forvia a confirmé ses objectifs annuels. Il a livré des commentaires optimistes justement sur sa performance en Chine l'année prochaine. L'action grimpe de 7%. En revanche, c'est du rouge pour le luxe. LVMH et Kering perdent de plus de 1%. Du rouge partout en Europe.
Francfort perd 0,6, moins 0,1 pour Londres, moins 0,8 à Paris pour le CAC 40, 7550 points. Merci beaucoup Claire Lemaître de boursier.com. Et avec vous, la météo, Géraldine Amont. Alors c'est pluvieux sur le nord-ouest et des températures très douces. Exactement, il fera 14 degrés à Saint-Brieuc cet après-midi, 15 degrés à Boulogne-sur-Mer. On attend 16 degrés à Brest, 17 à Lille, 20 degrés à Dijon, 21 à Strasbourg et Paris, 22 degrés à Tours. Il fera 23 à Nancy, Metz et Montpellier, 24 à Marseille et Toulouse, 25 à Ajaccio, Nîmes et Bordeaux, jusqu'à 26 degrés à Pau. Pour les couleurs du ciel, il va pleuvoir toute l'après-midi sur un quart nord-ouest. Des nuages vont aussi s'installer dans le sud-est, alors que partout ailleurs, la journée reste agréable et ensoleillée, donc profitez-en, même si quelques averses se déclencheront sur la Corse. Le vent d'OTAN se renforce avec des rafales qui vont atteindre les 70 km/h et le vent d'ouest aussi est assez sensible sur la côte aquitaine. Demain, la perturbation qui est venue de l'ouest aujourd'hui traversera le pays. Le ciel sera très nuageux, la pluie sera au rendez-vous des Pyrénées aux frontières de l'Est, mais une amélioration se mettra en place par l'ouest dans l'après-midi. Merci Géraldine Amont. On reste ensemble, bien sûr, sur Europe 1. Vous ne bougez pas, on s'occupe de tout. Et dans quelques instants, 2 policiers violemment agressés à Marseille. Le quotidien des forces de police sur les points de deal. Et puis le maire d'Orléans excédé par l'afflux massif de migrants évacués avant les Jeux Olympiques à Paris. Les centres d'hébergement sont saturés. On en débat tout de suite avec Olivier D'Artigol et Yvan Rioufol. Et vous, bien sûr. Au 01 80 20 39 21, c'est le numéro du standard d'Europe 1. 13h-14h, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1.